Donc je tiens naturellement à vous remercier de votre présence, intervenantes et intervenants. Tous nos remerciements naturellement vont à Monsieur Oltramar et à la Fondation Yves Oltramar et Yves et Inès Oltramar, sans lesquels rien ne serait possible. Tous mes remerciements, bien entendu, à l'IHEID, en particulier à Evelyne Bryden qui a géré tout ce colloque, à Théo Pilowski, qui est certainement le plus connu de la chaire, puisque c'est lui notamment qui envoie, que vous voyez sur l'email, et sans lequel rien ne serait possible. À nouveau, tout le département Events, et notamment Alain et toute son équipe, le département de la communication avec Xavier, Aude, Dan, Luc, Alexandre. Enfin, vous voyez, c'est une véritable ruche qui rend possible cet événement sur une thématique naturellement d'une actualité brûlante et parfois cruelle. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de tragiques qui illustrent la pertinence de notre thème, et puis aussi quelques nouvelles moins dramatiques et peut-être heureuses pour certains d'entre nous, mais là c'est Miral qui nous l'expliquera demain. Donc le colloque en effet est au cœur de notre actualité, de notre réflexion. Je voudrais l'introduire très brièvement en vous précisant que je vous infligerai un speech un petit peu plus long demain matin pour l'ouverture des différents ateliers, mais je voudrais simplement vous rappeler que nous allons essayer dans ce colloque de mettre en perspective comparative toute une série de situations politiques ou de mouvements immédiatement contemporains que nous avons tous en tête, qui sont évidemment disparates. Ça va des États-Unis de Trump à l'Inde de Modi, avec des interrogations éventuellement sur l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Relève-t-il ou relève-t-elle de ce paradigme? Si on va plus vers l'ouest, il y a naturellement la Russie de Poutine, l'Iran, notamment l'Iran post-Imam Khomeini, la Turquie d'Erdogan. Je parle sous le contrôle de Dimitris, mais je pense que la Grèce aujourd'hui est assez proche de notre cœur de réflexion, la Hongrie, la Pologne, et puis des interrogations sur au moins certaines des démocraties occidentales. Donc là, on a toute une série de situations dont la seule énumération montre qu'elles sont disparates. Et néanmoins, nous allons essayer de les mettre en synergie, nous allons essayer de les comparer au sens de Paul Venn, c'est-à-dire pour mettre en exergue leur historicité propre, leur singularité. Et puis, nous allons également confronter ces situations disparates à une perspective plus diachronique. Nous parlons donc de sociétés politiques, de sociétés historiques, de leur historicité propre, et il faut bien sûr se tourner vers l'arrière-plan historique pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons ce colloque avec une table ronde sur la thématique des guerres culturelles. Ce terme guerre culturelle, nos journaux en sont pleins, et plusieurs des situations contemporaines que j'ai évoquées s'énoncent en termes de guerre culturelle, par exemple aux États-Unis, pour ne prendre qu'un cas. Mais il me semble que dans l'esprit de la chaire et dans sa démarche de sociologie historique et comparée du politique, il faut peut-être se tourner vers d'autres guerres culturelles ou d'autres guerres de culture que nous avons connues en Europe au XIXe siècle, ces fameux Kulturkämpfe que l'Allemagne, que la Suisse a connus, mais que les pays mitoyens comme l'Italie ou même la France, avec la question de la laïcité et de la séparation, ont éprouvé à leur tour. Donc la question qui est posée à nos deux intervenants de ce soir est simple. En quoi ces Kulturkämpfe du XIXe siècle, en quoi ces guerres culturelles de la fin du XIXe ou de l'immédiat
médias du tout début du XXe, nous parlent-elles ou peuvent-elles nous parler de ce que nous vivons aujourd'hui? Voilà la question. Il est inutile de présenter longuement Sarah et Olivier, que vous connaissez bien. Sarah est historienne, elle enseigne à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Olivier enseigne à l'Université européenne de Florence, vient plutôt de l'analyse politique, on va dire. Je n'ose pas dire la science politique parce qu'il m'en voudrait. D'une certaine manière, Olivier a une part anthropologique en lui, notamment par ses superbes terrains en Afghanistan et en Asie centrale. Et puis, et je tiens à le souligner, Olivier vient aussi de la philosophie, puisque la thèse d'Olivier portait sur Leibniz et la Chine. Et c'est donc ce dialogue entre Sarah et Olivier qui va, je l'espère, et j'en suis sûr, nous éclairer sur cet arrière-plan historique, au moins en Europe, des guerres culturelles que nous vivons aujourd'hui dans l'ensemble du monde, y compris toujours en Europe. Deux mots organisationnels. Tout le colloque se déroule dans cette salle, qui a à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être un peu décentré par rapport au cœur de l'Institut. Il y a une exception, c'est le mercredi soir, pour celles et ceux d'entre vous qui pouvaient rester et être encore disponibles, au cinéma Les Grutli, la projection d'un très beau film, La Communion, un film polonais qui sera suivi d'un débat. Je n'en dis pas plus puisque vous avez le programme, mais n'oubliez pas que, excusez-moi, n'oubliez pas que mercredi soir, nous nous retrouvons au Grutli du côté de Plainpalais. Je vous souhaite une excellente soirée et tout de suite, je passe la parole à nos duettistes. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est à moi qu'il revient, je crois, d'ouvrir les choses, tout simplement pour une raison, on va dire, chronologique. C'est moi la 19e-iste du groupe. Je dis tout de suite, dans la suite de ce que vient dire Jean-François Bayard, qu'effectivement, je ne vais parler que d'Europe. Donc, ça ne racontera pas grand-chose sur tous les autres endroits. Mais par contre, j'espère que ça vous fournira de quoi réfléchir au récit que l'on fait de ces autres endroits précisément, puisque bien souvent, quand on parle depuis ici, ce récit passe par le prisme de l'histoire européenne et notamment de celle des guerres culturelles du XIXe siècle. Le XIXe siècle est le théâtre dans toute l'Europe de conflits, de luttes, de batailles entre des forces politiques et religieuses en désaccord sur le projet de société qu'elles veulent mener, sur le projet qu'elles jugent adéquat, et ce, dans une ère qu'on peut qualifier sans trop hésiter d'ère des révolutions scientifiques, industrielles, démocratiques. Juste pour mémoire, je rappelle que le moment dont je vais parler maintenant, peut-être pas résumé, mais en tout cas rappelé à nos mémoires par trois événements déterminants pour la culture européenne. Ces trois événements qui se déroulent tous aux alentours de 1850 sont la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin, le développement fulgurant du chemin de fer et la mise en œuvre croissante du suffrage universel masculin. Donc c'est un peu une liste à l'après-vert, mais ça vous donne une ambiance, une atmosphère. Ces bouleversements profonds accentuent une césure au sein de la société, césure qui est latente depuis la Révolution. Et je ne dis pas ici Révolution française, non seulement parce que nous sommes à Genève, mais aussi parce que très clairement, la Révolution dépasse et de loin ce qui s'est passé à Paris en 1789. Une césure donc entre forces progressistes associées aux libertés individuelles, à la République, à de nouvelles représentations du monde, et forces conservatrices de l'autre côté, associées généralement dans la seconde moitié du XIXe au catholicisme intransigeant ou ultramontain, celui du pape Pie IX
mais aussi, j'en parlerai peu, mais ayez-le en tête, à une première sorte de fondamentalisme protestant, on va dire moderne. En partant de ce contexte-là, je me suis posé 2 questions en lien avec le thème de cette table ronde et aussi du reste du colloque. Première question, les guerres de culture du XIXe siècle sont-elles matriciales? Ce que je veux dire par là, c'est sont-elles des modèles, servent-elles de modèles à des conflits futurs et donc peut-être aussi aux conflits actuels, en tout cas au sein de cet espace européen occidental? Deuxième question, dans la même perspective, comment ces guerres de culture donc du XIXe se sont-elles terminées? Et cette cette pause, cette fin, nous apprend-elle quelque chose? Avant donc d'attaquer ce premier point et de me demander si les guerres culturelles du XIXe siècle font modèle, il convient de réfléchir rapidement ensemble à ce dont on parle. Le concept de guerre culturelle est, si je puis dire, un concept en zigzag. C'est une expression que j'aime beaucoup et que j'emprunte au Genevois Rodolphe Töpfer, rien à voir, hein, mais il parle de ses voyages en zigzag et je trouve que le concept ici de guerre culturelle est en lui-même un voyage en zigzag. Personnellement, je qualifie la situation européenne de la seconde moitié du XIXe siècle de guerre de culture ou guerre culturelle, au pluriel. Suivant en cela 2 auteurs qui ont fait paraître en 2003 un ouvrage intitulé Culture Wars, Secular Catholic Conflict in 19th Century Europe. Il s'agit de Christopher Clark et Wolfram Kaiser. Leur ouvrage rassemble 10 études de cas parlant donc de 10 pays européens, tous donc qualifiés comme le théâtre d'une guerre culturelle. Clark et Kaiser expliquent dans l'introduction avoir choisi ce titre inspiré par l'expression guerre culturelle utilisée dans les années 1980-1990 aux États-Unis pour décrire ce qui se passe en fait dans l'après 1960, et c'est sûrement quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure. En réalité, celui qui met en jeu l'expression Culture Wars, c'est James Davidson Hunter, et lui-même se réfère aux guerres culturelles, enfin se réfère à la situation européenne du XIXe siècle. Donc, vous voyez des emprunts un peu circulaires comme ça, autour d'une expression, donc guerre culturelle, dont on ne sait pas très bien si elle est au pluriel ou au singulier, et ça a son importance. La mise au pluriel, qui se perd depuis les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, et que j'adopte personnellement, en réalité déplace légèrement, mais de manière significative, ce que les acteurs du XIXe siècle eux-mêmes pensaient vivre comme conflit. Et ça déplace même la reprise de ces conflits par les historiens les premiers à produire de l'histoire là autour tout au long du XXe siècle. En fait, au XIXe siècle, il est bien question de guerre culturelle d'une certaine manière, avec les Kulturkampf dont il vient d'être question, mais on est ici au singulier. C'est une expression Kulturkampf qui est utilisée en Suisse et en Allemagne, mais elle voyage immédiatement. On la retrouve dans la presse française, italienne, espagnole, absolument immédiatement dès qu'elle est utilisée. Même si en France, on s'entend que c'est l'expression guerre des 2 France qui va faire recette, mais une expression qui est déjà présente, je vous le montrerai tout à l'heure, mais qui ne devient vraiment l'expression consacrée qu'à partir d'un livre, celui d'Émile Poulain en 1987. Donc le Kulturkampf est un singulier, ça n'est pas une guerre des cultures, c'est une guerre pour la culture, une guerre pour la civilisation. L'expression qui est forgée au cœur de la fabrique politique de l'Allemagne du XIXe siècle est utilisée par un parlementaire, Rudolf Virchow, un médecin d'origine protestante mais assez éloigné de toute pratique religieuse, en 1873. Et il utilise cette expression dans le cadre d'une discussion sur la formation et l'engagement des ecclésiastiques, donc réellement dans un contexte de lutte religieuse.
En utilisant cette expression, Virchow revendique le droit de l'État à contrôler les églises pour propager une culture nationale qu'il conçoit comme une culture de science et de liberté. Dans sa bouche, cette culture, qu'on peut donc traduire aussi par civilisation, cette culture elle est l'objet d'une bataille et il faut l'imposer comme une culture séculière, comme une culture rationnelle contre la culture traditionnelle chrétienne, en particulier catholique. Ici, le catholicisme, autrefois source de civilisation, est compris comme n'étant plus à la hauteur de la tâche. Il est devenu une force réactionnaire, coupée du progrès, corrompu par un clergé avide, c'est le contenu des débats, avide de pouvoir et de domination sur les fidèles. Autrement dit, la culture catholique, dans cette perspective, est considérée comme une absence de culture. Le terme Kulturkampf n'est donc pas à l'origine un terme neutre qui décrirait une situation historique. L'historiographie catholique a, pendant la plus grande partie précisément de son histoire, repris cette définition de lutte et de combat. Si je prends l'Encyclopædia Catholica de 1951, pour l'auteur, c'est tout à fait clair que le Kulturkampf est une dure persécution légale et policière de l'Église catholique en Allemagne et particulièrement en Prusse, entreprise par le chancelier Bismarck, et l'auteur ajoute « soutenue par le libéralisme franc-maçonnique, le germanisme anti-romain et le protestantisme ». Les acteurs sont nommés. Pourtant, dès le XIXe siècle, dès l'irruption de ce terme, il y a la conscience ou l'idée d'avoir affaire à un conflit de blocs. C'est le cas, par exemple, dans les propos d'un philosophe, Charles Renouvier, qui est d'origine protestante, qui écrit en 1872, donc quelques mois avant que le terme Kulturkampf soit mis en circulation. Donc il écrit en 1872, et je le cite, « Ce n'est rien exagéré que de dire qu'il y a deux France en France, celle des cléricaux et celle des libéraux. La même division, encore plus accusée, existe en Belgique et d'autres États tendent vers la même situation. Il n'y a presque plus d'idées ni de sentiments communs entre ces deux groupes, entre ces deux peuples, obligés pourtant de vivre sous la même loi civile. » Fin de citation. Il y a donc l'idée, déjà par les protagonistes eux-mêmes, d'une division en deux de la société nationale qui se répète dans chaque nation ou chaque territoire, la Prusse, le canton de Genève, la ville de Rome, etc. Deux camps séparés par des visions du monde, des imaginaires divergents et des pratiques inconciliables concernant tous les aspects de la vie, l'éducation, la littérature, la presse, le mariage, les rites funéraires, l'occupation de l'espace public, la mémoire, les symboles, etc. Le problème est que cette division de la société ne correspond pas à la réalité du terrain et ne se trouve pas dans les sources que ce terrain nous a laissées. Il y a bien sûr un catholicisme que je vais qualifier rapidement de catholicisme à la Pie IX, ce pape qui a publié le syllabus condamnant les idées modernes et qui a aussi appuyé deux nouveaux dogmes, l'Immaculée Conception et l'infaillibilité pontificale. Mais ce n'est pas le seul catholicisme en circulation au XIXe siècle. De l'autre côté, où sont donc les anticléricaux quand on sait qu'en France, 97,5% de la population se déclare catholique en 1872 ? En fait, les chrétiens sont divisés dans leurs pratiques, dans leurs croyances. Il y a des désaccords fondamentaux sur la doctrine, le rapport à la Bible, le rôle du clergé. Le XIXe siècle est rempli de catholiques républicains, de libéraux croyants, de protestants conservateurs, voire même d'athées antidémocrates. Autrement dit, la dichotomie libéraux-cléricaux, qui naît avec les Lumières et la Révolution, tient plus de la construction idéologique que de la description des faits. Elle est, à mon avis, le fruit d'une mise en récit, en grande partie caricaturale, mais surtout rhétorique.
Ce qui est intéressant pour notre discussion est que sa force explicative est telle qu'elle est constamment réactualisée pour ordonner les désaccords qui traversent telle ou telle société. Et c'est exactement ce qu'on voit se produire depuis quelques années avec le grand retour de la guerre des deux France, par exemple, ou du clash de civilisation, ou même de ces guerres culturelles. Son usage est tel que l'expression, en réalité, en devient performative. Elle transforme le terrain lui-même. Autrement dit, dès lors que le conflit est envisagé comme une guerre des deux France, et non des 3 ou 4 ou 5 France, chacun est amené à se ranger dans un camp ou dans l'autre. Je l'ai observé au XIXe siècle, et vous l'aurez compris, cela me semble valoir pour le XXIe siècle. Cette division non seulement décrit nos débats politico-religieux, mais aussi les structures, les formats, et je dirais même les enferme. En ce sens, il y a bien une matrice du XIXe siècle. Mon deuxième point, plus court, était de réfléchir à la manière dont les guerres de culture du XIXe siècle se sont solutionnées. Je fais l'hypothèse, avec de très nombreux collègues XIXiémistes, que le problème du XIXe siècle est bien la diversité des cultures religieuses en particulier, à l'œuvre sur un même territoire. Une diversité qui, comme je l'ai dit, dépasse de loin son cantonnement en 2 camps. Il n'y a bien plus que 2 camps. La crise du XIXe siècle est celle de la fin de l'homogénéité territoriale sur le modèle hérité des siècles précédents, un roi, une loi, une foi. Ce modèle avait permis la sortie des guerres de religion, mais il entre en crise au XIXe siècle parce que la diversité est intrinsèquement liée à la liberté de conscience et d'expression, elle-même intrinsèquement liée à l'idée démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans pluralité d'opinions. Les unes ne vont donc pas sans les autres. La pluralité des appartenances religieuses, politiques, idéologiques, doublée de leurs variants liés aux classes sociales, est tout à la fois, si vous me suivez, la cause et la conséquence de la demande démocratique européenne. Il faut la pluralité pour avoir la démocratie, et la démocratie crée la pluralité. Mais cette pluralité est incompatible avec la domination d'un clergé et d'une dogmatique sur l'ensemble de la société. Il faut donc un renversement pour installer des régimes pluralistes en retirant aux églises catholiques et protestantes leur pouvoir sur la société. Il serait toutefois faux d'en conclure que les églises ont perdu les guerres de culture et autres Kulturkampf. Le cas de l'Allemagne le montre bien. L'Église catholique sort renforcée du Kulturkampf, et pourtant les attaques ont été très dures, avec des emprisonnements des évêques, un grand nombre d'évêques démis et même emprisonnés. L'Église est renforcée, oui, mais elle est renforcée dans la société civile, elle est renforcée chez les gens. Le sentiment catholique, l'appartenance catholique est renforcée. Leur identité confessionnelle et leur socialisation catholique est renforcée. Les institutions communes, étatiques, elles se sont sécularisées dans l'intervalle. Le cas de l'école est tout à fait parlant. Le XIXe siècle voit naître l'école laïque, neutre, y compris en Allemagne, y compris en Italie, même si c'est peut-être provisoire dans bien des cas, mais naît une école neutre aux mains de l'État. Peu importe d'ailleurs s'il reste ou non des cours de catéchisme, là n'est finalement pas la question. La question, c'est de voir globalement une école, donc cette institution commune à un État, passer dans les mains des autorités étatiques et aux mains de pédagogues laïcs. La neutralité confessionnelle des États ou leur laïcité n'est donc pas, à mon avis, la victoire d'un camp sur l'autre. Le rapport de force ne le permettait pas. C'est un consensus permettant de former des structures communes tout en acceptant des identités diverses, confessionnelles ou déconfessionnalisées, s'organisant plus ou moins librement dans la société. Donc la neutralité permet la diversité. C'est le cas de la loi de séparation de 1905 en France, ça a été très bien montré notamment par Jean Bobéro. C'est aussi le cas à Genève 2 ans plus tard, mais cela vaut en réalité aussi, au moins en partie, pour l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, 3 pays que j'ai étudiés sur ces questions. C'est un changement énorme. Ainsi, personne n'a vraiment gagné ou perdu le Kulturkampf. Ce qui est enterré,
définitivement, je crois, à ce jour, c'est l'homogénéité confessionnelle d'un territoire. Ce territoire, il peut être national ou il peut être régional. En Suisse, on a l'habitude de penser en termes de canton, en Allemagne en termes de Land, etc. Et avec l'enterrement de cette homogénéité, un système culture disparaît aussi, où tenaient ensemble morale, croyance, rite, représentation du monde, et représentation de l'au-delà aussi d'ailleurs très importante, et tout cela tenait ensemble dans un maillage serré et passablement autoritaire. Cette disparition donc ne me rend pas nostalgique. Cependant, de là surgit et ressurgit la question de la culture commune à un ensemble territorial, question qui est, si j'ai bien compris, une des questions phares d'Olivier Roy. C'est aussi la question sur laquelle on tombe au sortir des guerres culturelles du XIXe siècle. Une fois qu'on a mis en place des institutions neutres qui permettent, dans une certaine mesure, la cohabitation. Un autre exemple pour que vous le représentiez, c'est l'état civil laïque. L'état civil laïque permet à une population diverse d'habiter et d'être reconnue sur le même territoire. Une fois qu'on a fait ça, on tombe sur la question de la culture commune. Comment le pluralisme fabrique-t-il de la culture commune? Le XIXe siècle finissant s'est précipité dans le nationalisme et dans la recherche de boucs émissaires avec les conséquences que l'on sait, et ça a certainement un lien avec cette recherche de culture commune. Les guerres culturelles du XIXe siècle, et je vais terminer avec ça, enfin terminer pour le moment, nous ont toutefois légué un cadre de travail. En libérant l'État de tout parti pris confessionnel, elles ont inscrit la neutralité comme garante du pluralisme, la liberté comme autorisation à chacun d'exprimer ses convictions. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup, c'est une des cibles privilégiées des révolutions conservatrices. Même si, par la force des choses, cela laisse beaucoup de choses à discuter. Merci beaucoup, Sarah, de cette intervention très dense. Je rappelle ou j'annonce que Sarah vient de publier un ouvrage aux presses de l'École pratique des hautes études, un ouvrage d'historienne, sur ces guerres culturelles. Et nous aurons l'occasion de réfléchir à nouveau sur cette thématique très riche le mercredi 13 décembre, si ma mémoire est bonne, dans le cadre d'une conférence de la chaire Yves Oltramar. Et tu pourras revenir de manière plus longue sur la complexité de ces processus. Olivier, tu peux prendre le ballon. Alors, ça va être assez décousu ce que je vais dire, parce que je vais partir de l'intervention de Sarah, histoire de ne pas répéter ce que je répète toujours, et d'une part, et d'autre part parce qu'elle introduit une perspective historique, évidemment, que je dois prendre en compte, enfin qu'on doit prendre en compte. Sarah a cité Hunter, James Davison Hunter, qui est typiquement, effectivement, la question de la guerre des cultures en tant que guerre des valeurs, et donc la guerre des normes. Donc dans ce sens-là, il y a une continuité, si on veut dire, par exemple, si on prend une continuité avec une différence, c'est que maintenant ce sont les conservateurs, enfin depuis le début de la guerre des valeurs telle que définie par Hunter, c'est-à-dire les années 70 aux États-Unis, ce sont les conservateurs qui sont à l'offensive, et qui mènent à leur tour une culture war, une guerre des cultures, c'est-à-dire une guerre des valeurs, pour contrer ce qu'ils estiment être un libéralisme qui a en fait défait la société. Donc ils vont facilement, pas tellement aux États-Unis, parce que les protestants américains ont en général un background, comment dirais-je, culturel inférieur à leurs équivalents européens, surtout ici, et donc les références à des auteurs du XVIIIe siècle sont moins évidentes et moins intéressantes chez les Américains, mais enfin, bon. Mais on va rajouter ces valeurs-là, ces références-là. Mais qu'est-ce qui est nouveau, je dirais, dans la problématique sur un siècle? C'est la notion de culture. C'est la notion de culture, c'est-à-dire que, je parle sous contrôle évidemment des historiens.
dans les Kulturkampf du 19e, la culture, c'est la question de la civilisation, des valeurs. C'est pas du tout une référence à une culture de type anthropologique. Non. Or, on voit justement apparaître à cette même période, à la fin du 19e, l'émergence de la culture anthropologique, c'est-à-dire l'idée que chaque société développe un système de valeurs, de normes, de représentation du monde, etc., qui n'a pas à être mis sur une échelle du progrès. Paradoxalement, si vous voulez, quand apparaît la notion de culture anthropologique, disparaît la notion de progrès. Bon, ça c'est toute l'anthropologie et implicitement une négation de la question de progrès. Donc l'apparition ici donc on va avoir une très grande ambivalence dans l'arrivée de cette notion anthropologique de culture, parce qu'elle va fonctionner différemment à droite et à gauche. À droite, on va passer de l'idée de culture à l'identité, c'est-à-dire, oui, les cultures sont différentes, on va passer une vision huntingtonienne, les cultures sont différentes, d'accord, on admet ça, disons, on concède ça à la gauche, mais en défendant bien sûr sa propre culture, voire en la posant comme le modèle, la culture la plus achevée, la meilleure, etc., etc. Donc à ce moment-là, on aura une crise de la référence à l'universalité à droite et une acceptation d'un certain relativisme identitaire. À gauche, c'est plus compliqué parce que on aura toujours une référence au progrès, ça c'est jusqu'à maintenant, bon, enfin bon, ça chauffe du côté du progrès, mais jusqu'à récemment, il y avait cette idée de progrès, donc cette idée que l'acceptation de la différence culturelle devait quand même se faire dans une perspective de progrès et d'universalisme, ce qui va placer la gauche dans une configuration délicate, où elle est toujours. Par exemple, ça commence avec les mouvements de libération nationale. C'est à ce moment-là que la notion de culture va en gros quitter le champ de l'anthropologie, en passant par le colonialisme, et où on va, les intellectuels vont utiliser la notion de domination, de colonialisme en gros. Donc les bonnes cultures deviennent à ce moment-là celles qui sont dominées. Et à ce moment-là, on peut les faire rentrer dans une perspective universaliste, c'est-à-dire que les luttes de libération nationale, finalement, vont dans le même sens que les luttes révolutionnaires, que les luttes pour l'émancipation du monde entier. Bon. Simplement, ça a commencé à coincer évidemment dès les années 60. Qu'est-ce qu'on fait de la culture des mouvements de libération? Qu'est-ce qu'on fait d'un mouvement de libération islamique, par exemple? Toute allusion des actuels ne serait que pure coïncidence. Qu'est-ce qu'on fait quand ces mouvements de libération se réclament explicitement de valeurs qui ne sont pas les valeurs, en tout cas, de la gauche progressiste? Alors, soit on a toute une théorie de l'aliénation, c'est-à-dire que le fait que les mouvements de libération n'ont pas la même vision progressiste sur les questions de la femme, par exemple, c'est une conséquence de l'aliénation coloniale, et donc plus on fait la révolution, plus ils vont devenir progressistes et universalistes, ce qui n'a pas été vraiment réalisé par l'histoire. Donc il y a un problème à ce moment-là, qui est entre deux modèles, en gros, celui du multiculturalisme et celui de l'universalisme. Et on voit très bien comment ça divise complètement la gauche. En gros, la réconciliation pour les multiculturalistes avec l'universalisme, c'est de dire ce qui compte, c'est le rapport de domination. Bon. Et celui qui est dominé a droit, dans le fond, de défendre des formes d'identité particulières en se basant éventuellement sur des normes et des valeurs qui ne sont pas des normes et des valeurs de libération, mais c'est justement parce que ils sont dans un processus de sortie de la domination. Bon, vous voyez ce genre de raisonnement. Donc on a ici une dialectique très intéressante entre Hunter et Huntington, qui écrivent au même moment, début des années 90. Leurs bouquins sortent à 1 ou 2 ans de différence. Hunter, donc, qui étudie la crise des valeurs à l'intérieur d'une société, donc en un sens à l'intérieur d'une culture, et Huntington, qui pense que les valeurs sont l'émanation d'une culture elle-même plus ou moins fondée sur une religion, donc il n'y a pas de guerre des valeurs au sens strict, puisqu'il y a juste simplement un clash des civilisations, et que ce qu'on appelle la guerre des valeurs ne serait qu'une conséquence de ce clash des civilisations. Alors on est dans une complexification de ces relations, valeurs, culture et normes.
pour la guerre des valeurs au sens de Hunter, on a donc ici un retour de la vision du 19e. L'ennemi, entre guillemets, de la droite américaine chrétienne, c'est le libéral. C'est pas l'étranger, c'est pas les peuples dominés, c'est pas les immigrés, etc. C'est le libéral. Et la seule manière de contrer cette destruction par les libéraux de liens sociaux, c'est la norme juridique. Donc on a des campagnes, qui sont les campagnes aujourd'hui menées par cette droite chrétienne ou extrême droite comme vous voulez, qui est de se battre sur les normes, ce que le pape Benoît appelait les principes non négociables. Il y a des choses qu'on ne négocie pas, et donc on va se lancer, on va jouer sur les élections. L'idée, c'est pas tellement de prendre le pouvoir en soi, c'est de faire passer le maximum de lois qui répondent aux normes définies comme les normes chrétiennes, par les parlements, par les cours suprêmes, etc. Bon. Et cette vision juridique de la guerre des valeurs a été définie très tôt, dès les années 70. Et donc, on a vu cette droite mettre sur place des... c'est plus que des lobbies, c'est des instruments comme l'Institut pour le droit et la justice, des instruments qui vont amener à conceptualiser ces normes en les détachant, évidemment parce qu'ils ne peuvent pas les vendre en disant c'est la loi de Dieu. Ça, c'est pas possible. Là, on abandonne donc cette vision conservatrice du 19e siècle où il faut revenir à la transcendance et au droit naturel, à la société naturelle, etc. Là, on se contente de définir les bonnes normes sans référence strictement religieuse, sans référence théologique, et de les faire passer par le Parlement et les tribunaux. Donc c'est pour ça que, par exemple, que la Cour suprême aux États-Unis est l'enjeu même de la vie politique américaine, ce qui est absolument étonnant, parce que si vous regardez un siècle plus tôt, la Cour suprême, c'est une sorte de tribunal d'appel, quoi. C'est pas bon. Alors là, qu'elle joue un rôle dans la construction, dans la normativité de la société américaine. Et il y a un rapport donc complexe entre ces systèmes de normativité qui par définition se veut universaliste et d'un autre côté sa référence explicite à une identité chrétienne. Puisqu'on ne parle plus de théologie, on ne dit pas nous sommes contre l'avortement parce que c'est Dieu qui nous dit d'être contre l'avortement. On dit nous sommes contre l'avortement parce que nous sommes pour la vie. Et on va donc séculariser, traduire, dirait Habermas, des normes religieuses en un discours acceptable pour des gens qui ne posent pas la question de la croyance ou de la transcendance. Et on va donc tenter de les imposer comme système normatif. Mais du coup, dans quelle mesure ce système est-il à son tour universaliste? Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. Si on regarde en général dans chaque pays les promoteurs de ces normes chrétiennes sécularisées, ce sont en général les identitaires également. En Amérique, on fait une référence explicite au père fondateur, à cette idée de la première société américaine, qui était essentiellement fondée sur des normes religieuses, qui étaient blanches, évidemment, et les deux sont systématiquement en parallèle. En Europe, on va faire référence à l'Europe chrétienne, aux traditions chrétiennes. Alors évidemment, là, il y a un petit problème. C'est quoi les traditions normatives chrétiennes? Bon, par exemple, quand on dit la famille chrétienne traditionnelle, si vous cherchez dans la Bible, vous trouvez dans l'Ancien Testament de joyeux polygamistes et dans le Nouveau Testament de triste célibataire, mais la famille chrétienne avec papa, maman et les enfants, elle n'est pas tellement valorisée du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas tellement d'amour fraternel, par exemple, dans les différents fratries. On va pas faire de... vous connaissez ça mieux que moi. Donc il n'y a pas de famille chrétienne traditionnelle dans la Bible. C'est une invention du Concile de Trente. Et alors c'est assez intéressant parce qu'à ce même moment,
je suis pas historien, mais de temps en temps j'aime bien marcher sur les plates-bandes des autres, hein, on va voir que le protestantisme luthérien, l'invention de la famille, alors il n'y aura pas traditionnel, au contraire, parce que lui il le voit comme un progrès, de la famille chrétienne, qui comme par hasard ressemblera comme deux gouttes d'eau bénite à la famille catholique, hein, c'est-à-dire un couple amoureux avec des enfants, et on va tous au service religieux le dimanche matin. Donc on a on va culturaliser en quelque sorte ce système de normes, le référer à une histoire, etc. Et donc, c'est pas étonnant si on va retrouver une bonne partie de ces discours normatifs sur le retour de la norme chrétienne dans un discours soit de suprémaciste blanc, quoi, ce qui est très, très clair hein, aux États-Unis, soit anti-immigration, islamophobe, etc., avec l'idée qu'il n'y a pas de cohabitation possible avec les gens qui viennent d'une autre ère culturelle. Donc on a une espèce de combinaison intéressante entre la vision de Hunter, où c'est la guerre des valeurs, hein, et la vision de Huntington, où c'est finalement l'identité qui compte. Hein. Et l'articulation entre les deux est d'une extrême fragilité. Alors, ces offensives disons, de normativité chrétienne, échoue. Alors, on va me dire, mais vous êtes un peu rapide. Il y a une chose intéressante, si vous voulez, si on regarde aujourd'hui, alors je vais faire vraiment du contemporain, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Hein. Donc il y a un petit décalage, quoi. Bon, on passe du siècle à l'année. Alors, les populistes se situent à l'intersection justement de cette revendication normative et de cette vision identitaire. Et comment ils articulent les deux ? Pas du tout évident. Aux États-Unis, bon, clairement, hein, on identifie les deux. Mais du coup, quand on dit retour à la famille traditionnelle, etc., il y a une chose quand même intéressante, c'est que pratiquement tous les leaders populistes, sauf en Pologne, ne correspondent en rien au modèle d'une famille chrétienne traditionnelle. En rien. Là, alors Trump, bon, n'en parlons pas, mais là, je viens d'Italie, donc on se régale des aventures de Madame Meloni, hein, qui s'est fait élire sur un programme de défense des valeurs chrétiennes, qui évidemment n'est pas marié à l'Église, tout comme Marion Maréchal. Marine Le Pen est mariée plusieurs fois, donc peut-être une fois à l'Église, je ne sais pas. Hein. Vaut mieux 2 fois qu'une. Et alors tout ça, c'est divorcé, ça a des amants, etc. Et là, en Italie, elle vient de chasser son amant, qui est le père de son enfant, parce qu'à la télévision, il se permettait de faire des réflexions pornographiques à sa collègue assis à côté de lui. Bon, c'est pas très chrétien tout ça, quoi. Hein. En tout cas, de le faire publiquement. Le reste, on s'en occupe pas. Mais faire tout ça en public, en parler dans la presse, raconter, bon, c'est bon. Donc il y a un décalage très, très net. Et alors, on s'est dit, c'est contradictoire. Mais quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans des pays différents, ça n'est plus contradictoire. Bon, il y a une parfaite logique à cette impossibilité qu'ont les partis populistes de concilier, dans le fond, leur véritable pratique de la famille et de la sexualité, hein, qui est publique, encore une fois, et l'affirmation de valeurs chrétiennes. Et on a une confirmation de ça si on regarde les résultats électoraux. Aux États-Unis, donc ce qui dominait, c'était MAGA, Make America Great Again, qui voulait dire en gros retour à une Amérique blanche. Hein, c'était clair. Mais à partir du moment où la droite conservatrice a gagné la Cour suprême, elle évidemment, c'est son boulot, ne parle pas d'identité, elle parle de normes, elle fait de la norme, c'est son boulot. Donc elle a, en annulant l'arrêt Roe contre Wade, elle a autorisé l'interdiction de l'avortement. Donc d'un seul coup, le paysage politique américain s'est structuré autour de la question de l'avortement. Historiquement, l'avortement n'était pas une revendication des évangéliques du Sud jusqu'à la fin des années 70, pas du tout. Chez l'Église catholique, oui, l'Église catholique a toujours été claire là-dessus, mais pas du tout chez les protestants. C'est à partir de la fin des années 70
que les protestants s'alignent en fait sur l'Église catholique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que jusque dans les années 70, l'identité protestante était conflictuelle avec l'identité catholique aux États-Unis. Bon, les catholiques, c'était pas des vrais Américains. Il y avait tous. Bon, et d'ailleurs, le Vatican faisait tout pour que les catholiques ne soient pas des vrais Américains non plus. Hein, c'est tout le débat sur l'américanisme au XIXe siècle. Et d'un seul coup, on voit quasiment une fusion, hein, c'est-à-dire les protestants évangéliques et les catholiques unissant leurs forces et les catholiques fournissant les leaders, les intellos. Hein. La Cour suprême, pas celle-là de cette année, mais la Cour suprême d'il y a 3 ans, il n'y avait pas un seul protestant. Hein. Il y avait 6 catholiques et 3 juifs. Hein. Et comme par hasard, les 3 juifs étaient libéraux et les 6 catholiques étaient plutôt conservateurs. Bon. Alors il y a des variations d'une fois et de l'autre, mais là, il y a 2 protestants, mais aucun évangélique. Et les catholiques restent majoritaires. Quand vous regardez les signatures des ceux qui font les opinions et qui défendent les valeurs donc chrétiennes, etc., ce sont presque tous des catholiques, et en particulier des protestants convertis au catholicisme. Rolf Duthat, par exemple, Bob Dreher, Weigel, etc., etc. Bon, enfin, ça là, je m'éloigne un peu, mais c'est une question intéressante de voir que ceux qui étaient 2 camps ennemis aux États-Unis jusqu'en fin des années 60, deviennent maintenant une espèce, ont formé une coalition, mais avec des hiérarchies très intéressantes, et savoir qui, dans le fond, qui fournit le concept. Quoi. Et là, c'est plutôt les catholiques. Donc, de fait, depuis l'autorisation de l'interdiction de l'avortement, ce qui veut dire en gros l'interdiction de l'avortement dans les États tenus par les républicains, donc il y a 1 an et demi, le débat électoral s'est centré sur l'avortement, c'est-à-dire sur la norme. Et il y en a un qui a très bien compris que c'était très mauvais, il s'appelle Donald Trump. Hein. Il a donné une interview il n'y a pas longtemps où il dit, on lui demande, alors lui, il s'était fait élire, il s'était fait adopter par la droite chrétienne en prenant une position stricte contre l'avortement. Bon, très bien. Sur le mariage, il était plus flou, mais sur l'avortement, il a toujours été très très strict. Et simplement, là, il vient de déclarer, hein, j'ai la vidéo, quand la journaliste lui demande « Mais qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction de l'avortement ?» Il dit « It's a terrible, terrible mistake. » Bon, parce que ça veut lui coûter des voix. Et c'est exactement ce qui se passe. Durant tous les scrutins locaux dans les États républicain, donc rouge, bon, républicain depuis 1 an, alors élection du gouverneur, élection du juge local à la Cour suprême, élection des députés et tout, les démocrates gagnent sur cette question, hein, c'est-à-dire les femmes ont changé de camp, hein, et c'est sur la question de l'avortement qu'ils perdent. Prenez un autre exemple en Espagne, vous avez les élections parlementaires cet été, il y avait une coalition entre le Parti populaire et Vox, hein, Vox l'extrême droite, et Vox a fait, qui était considéré comme les populistes montants, etc. Bon, Vox a fait campagne sur les valeurs, hein, avortement, contre le mariage gay, contre les lois anti-féminicides, hein, donc vraiment une campagne sur retour en valeurs conservatrices. Vox a perdu 2,7% des voix par rapport à son score précédent, et le Parti populaire a gagné 13% des voix. Ce qui veut dire que la droite monte. Non, si vous regardez les statistiques globales, la droite monte. Alors vous avez donc dans les journaux des gens qui disent oui, en Europe on a une montée de la droite. Oui, mais faut regarder comment ça se passe dans la droite. Le Parti populaire espagnol, n'oublions pas, avait voté le mariage homosexuel. C'est pas la gauche, enfin la gauche était pour bien sûr, mais c'est pendant quand ce parti tenait le gouvernement. Donc on a un passage à droite, mais ceux qui, dans la coalition de droite, a fait campagne sur les valeurs perdent, et ceux qui maintenaient, disons, une approche libérale de la droite, mais libérale sur les questions de sexualité, de famille, etc., ont gagné. Hein. Même si à la fin,
ça a permis aux socialistes de conserver la Pologne, le dernier exemple. Hein. Là, je dirais pas que la campagne s'est faite uniquement sur l'avortement, hein, mais il est clair que c'était essentiel dans la campagne électorale en Pologne pour des raisons assez simples. Il y avait d'excellentes raisons de voter pour le PiS. Hein. La situation économique en Pologne est bien meilleure que dans le reste de l'Europe, et disons la guerre d'Ukraine, en général, quand vous avez une guerre à vos frontières, il y a une espèce de réflexe de se rassembler autour du gouvernement en place. Bon. Donc là aussi, ils ont perdu sur la guerre des valeurs. Un petit truc intéressant, oui. Alors, c'est corroboré à autre chose dans les 3 cas que je vous cite, dans les États-Unis, Espagne et Pologne, par la chute du nombre de gens qui se déclarent catholiques, hein, ou chrétiens, disons en général, la chute. Ce qui est curieux, bon, c'est un hasard statistique, il ne faut pas en tirer des conséquences trop... Mais le PiS a fait 36% des voix, hein, en Pologne. Or, 36%, c'est la proportion de la population qui est considérée par l'Église comme étant pratiquante, c'est-à-dire ceux qui vont régulièrement à la messe. Alors, je ne veux pas dire par là que ce sont les catholiques pratiquants et seulement les catholiques pratiquants qui ont voté pour le PiS, il ne faut pas exagérer, mais il y a quand même une corrélation assez forte. Donc, on voit que, en gros, les partis populistes qui montent sont ceux qui font l'impasse sur la question des valeurs. Et qui vont parler d'autre chose, c'est-à-dire de l'immigration, de l'islam et de l'anti-establishment, etc. Sur des principes populistes assez classiques. Mais par contre, sur les valeurs grande prudence. Alors en France, c'est absolument typique. Marine Le Pen a même cessé de faire référence à l'identité chrétienne de la France. Dans sa programme de campagne présidentielle de 2017, elle dit « l'identité française, c'est la laïcité ». Alors évidemment, on voit très bien contre qui elle le dit. C'est pas contre l'Église, mais elle est très cohérente. Elle dit si il faut abandonner les signes chrétiens pour être sûr qu'il n'y aura pas de signes musulmans, alors on abandonne les signes chrétiens et juifs. Hein. Et puis, elle a tout un programme très intéressant pour bon, tout le monde sait qu'il y a une désertification des églises, alors elle propose non pas de revenir au catholicisme, mais de transformer les églises en monuments historiques. Donc, ce qui est évidemment une manière de reconnaître que le christianisme, c'est du passé. Si vous regardez Mélanie, Madame Mélanie, c'est pareil. Elle a été élue sur un programme de retour aux valeurs traditionnelles, mais elle est extrêmement prudente. Bien sûr, il n'y aura pas de progrès sur l'avortement, qui est très difficile en Italie. Il n'y aura pas de progrès sur le mariage gay, hein, où il y a des blocages partout. Mais le seul endroit où elle a attaqué à fond, hein, c'est sur la procréation pour autrui, hein, les mères porteuses. Parce qu'elle sait que là, il n'y a pas du tout de consensus à gauche. Qu'il y a beaucoup de féministes qui, effectivement, sont contre les mères porteuses, parce que c'est la marchandisation du corps de la femme. Et alors, elle utilise cet argument-là. Hein, c'est-à-dire qu'elle va utiliser un argument féministe pour faire passer une mesure qui, bien entendu, est approuvée par l'Église, qui est contre également, mais en la translatant, en la sécularisant. Un mot de la fin, parce que voilà, alors, à la fin, le mot, ça va être assez rapide. Est-ce qu'on peut établir une coalition des valeurs en dehors d'une référence à l'identité? Et c'est le grand problème de la droite conservatrice catholique qui veut associer, chrétienne, qui veut associer identité et valeurs. Et là, ça ne marche pas. Il y a une déconnexion complète. Alors, du coup, on a des alliances curieuses qui vont se faire parfois. Il y a 2 cas là tout à fait récents, mais c'est le même cas. C'est les protestations contre l'introduction de programmes scolaires expliquant la sexualité aux enfants, avec dans la théorie du genre, etc. Et au Massachusetts, on s'est retrouvé, donc des associations musulmanes se sont retrouvées avec des associations évangéliques pour demander la démission du conseil de l'école locale. Et à Bruxelles, la semaine dernière, c'était
pour le moment le plus violent des organisations radicales catholiques, Civitas, qui s'est retrouvé avec des fondamentalistes musulmans protestants devant les écoles. Donc on a à nouveau une déconnexion entre, disons, cette question d'imposition des valeurs et des normes par rapport aux questions culturelles et identitaires. On a donc cette déculturation de la question des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs ne sont plus pensées par rapport à la culture, et donc ne peuvent s'imposer que par l'accentuation d'un système normatif, et donc par les tribunaux. Merci beaucoup. Sarah, veux-tu réagir à ce que tu as entendu en tant qu'historienne? Est-ce que ça puisque... S'il y a le temps, je veux bien dire juste un ou deux mots, mais je vais essayer d'être rapide. Enfin, ouais. En fait, ça m'a beaucoup interrogé de ramener les guerres culturelles du 19e siècle, comme vous l'avez fait, à la question des normes et des valeurs, si j'ai bien compris. Pour moi, c'est pas exactement ça qui se joue. Au contraire, on a une guerre de culture, à mon avis, au sens plein, qui se joue au 19e siècle. Si on pense, par exemple, les conflits couvrent vraiment un très très large spectre. On peut penser par exemple à la lutte des imaginaires qui se joue autour de l'au-delà, en fait, de ce qui est après la mort, et non seulement c'est quelque chose d'important dans la production culturelle et artistique, mais c'est aussi quelque chose de très important dans la manière dont on voit ce qu'est le but de la vie humaine, en fait. Est-ce qu'on est tourné vers l'au-delà, hein. Les catéchismes chrétiens, catholiques et protestants sont vraiment très très clairs, et tous les enfants dans le premier 19e siècle récitent ça, c'est-à-dire on ne vit que pour bien mourir. Alors à force de réciter ça, je pense que ça a quand même une petite incidence sur la manière dont on voit la vie. Et ce qu'on attend est très bien dessiné, en fait. Il y a une carte de l'au-delà, et cette carte, elle va changer dans la seconde moitié du 19e siècle très fortement, avec les découvertes scientifiques, mais aussi avec un nouvel imaginaire, hein. Un imaginaire du ciel qui apparaît très fortement. J'ai trouvé un catéchisme libéral protestant qui met une carte du ciel à disposition de ses catéchumènes. Ça m'a beaucoup interpellée, en fait. On voit quelque chose qui se dessine de nouveau. Bon, donc pour moi, c'est une guerre culturelle pleine, complète, qui bien sûr, avec tout le reste, a aussi la question des valeurs très fortement. Mais si je dis ça, c'est pas du tout pour entrer sur un conflit d'interprétation là-dessus, parce que je pense que vous avez raison de mettre en avant les normes et les valeurs. C'est vraiment simplement parce que, en fait, ça dit ce qui se défait, en fait, au 19e siècle, et qu'on n'a pas refait. Qu'à mon avis, il n'y avait pas vraiment un consensus absolu sur les imaginaires, par exemple, de l'après-mort au 19e siècle, début du 19e siècle. On ne peut pas dire ça. Mais c'était quand même beaucoup plus consensuel que ça l'est à la fin du 19e siècle. Et on n'a pas retrouvé de consensus. Et c'est plus là-dessus, en fait, que votre diagnostic sur comment vous dites ça, enfin, sur la déculturation, voilà. Pour moi, ce qui se passe au 19e siècle participe à quelque part de ça, mais j'arrive pas très très bien à le raccrocher, mais j'avais envie de le dire comme ça. Et ça vaut aussi, en fait, du coup, pour ce que commencent à faire les chrétiens, c'est-à-dire l'attaque sur les normes. Ces chrétiens qui deviennent donc des lobbies chrétiens, parce qu'ils tiennent plus toute la société à la fin du 19e siècle, donc ils vont agir en lobbying pour essayer de faire changer notamment les lois. Ils vont déjà commencer à faire ça au 19e siècle, et un des exemples qu'on a, c'est l'interdiction de l'absinthe. C'est un exemple trivial, mais en fait, c'est des mois et des mois de campagne des lobbies chrétiens les plus ascétiques, en fait, catholiques ou protestants, mais en Suisse, c'est surtout protestants, pour réussir à obtenir cette interdiction de l'absinthe. Et puis, bon, on peut s'imaginer la prohibition aux États-Unis. Enfin, voilà. Donc, en fait, cette attaque par la norme et la loi, elle fait suite directement à la sortie des guerres de culture. C'est les deux remarques qui me sont venues en vous écoutant.
Veux-tu y répondre rapidement, Olivier? Non, je suis d'accord, j'ai été un peu rapide là-dessus en disant que cette éducation normée de valeur, c'est toujours une question normée de valeur de toute façon, mais le contexte est évidemment différent. Et il y a bien une culture partagée au 19e. Il y a des imaginaires différents, mais il y a bien une culture partagée. Quand Ferry, le ministre de l'Éducation nationale, Jules Ferry, dit aux instituteurs laïcs, vous n'avez pas à enseigner une morale particulière parce que tout le monde partage la même morale, voilà, là, il y a un implicite partagé. C'est cet implicite partagé qui a disparu. C'est ça que j'appelle la déculturation. Donc il nous reste une grosse vingtaine de minutes pour en débattre. J'ouvre la discussion. Il n'y a pas de priorité particulière dans la prise de parole. Peut-être, puisqu'on a parlé de la Pologne, Miral, tu veux peut-être réagir, oui? Alors, je ne sais pas si... pardonne-moi, Miral, 2 minutes, un petit point technique. Est-ce qu'il y a un micro qui circule, Théo? Oui, le micro arrive. Excuse-moi, Miral. Oui, je veux dire quelque chose sur la Pologne qui va complètement dans la ligne de vos narrations. Je crois qu'on peut même parler, la Pologne est spécifique, on sait, dans son histoire est très bizarre, mais déjà dans les années 90, dans l'élite politique, il y avait un phénomène, par ailleurs c'est ma mère qui m'a fait remarquer, elle était dégoûtée par ce phénomène, que tous les leaders à l'époque, l'affrontement principal était contre les post-communistes et post-solidarité. Oui. Et en réalité, le problème, c'est que tous les politiciens post-communistes, bien dans leurs soixantaine, cinquantaine, oui, ils avaient les mêmes femmes depuis 30 ans, ils étaient tous, tandis que tous les gens de Solidarność, à l'exception de Wałęsa, lui-même qui avait 7 enfants, oui, là oui, et Kaczynski qui ne s'est jamais marié, tous les restes étaient divorcés plusieurs fois. Et c'était que les années 90, aujourd'hui, on a passé à vraie étape de vraie lutte de classe parce que c'est entre deux camps de Solidarność que ça se passe. Mais je crois qu'il y a un phénomène qu'on peut même risquer à décrire comme révolution sexuelle catholique, qui veut dire que parce que la ligne idéologique de l'Église est contre l'avortement et contre LGBT. Et c'est tellement fort que je crois que pour ceux qui reste, il n'en reste plus beaucoup, mais ça c'est depuis 5 ans, de jeunes catholiques, l'idée de promiscuité sexuelle quand elle est hétérosexuelle et pas liée à l'avortement est complètement admise. Je crois que ça pose beaucoup plus de problèmes dans les milieux féministes, où tout est problématisé, hein, en fait. Oui, n'est-ce pas? Donc c'est... Qui souhaite réagir, poser une question? Yann. Merci. C'était juste, en vous écoutant, vous avez insisté sur 3 moments, pour être synthétique. Les années 1850, le moment des années 1970, lié à l'ouvrage d'Hunter, et puis le très contemporain, immédiat. Si on essaye de comparer ces moments, est-ce que ce ne sont pas des moments d'accélération du changement social? Et par conséquent, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de nous ressaisir de nos problématiques de guerre culturelle à travers la proposition de François Hartog de travailler sur les régimes d'historicité, c'est-à-dire sur cette trame de fond des imaginaires qu'est la représentation du temps. À chaque moment qu'il y a une accélération du changement social, il y a une redistribution des imaginaires sociaux du temps entre ceux qui pensaient que l'avenir était assuré, qui vont glisser vers une position plus conservatrice en se disant que bon, là, il y a un changement quand même qui compromet peut-être l'idée de l'avenir que l'on se faisait. Et puis, il y en a parmi les conservateurs qui glissent à un régime d'historicité réactionnaire, qui se disent finalement, voilà un changement qui montre bien que la décadence était engagée depuis quelque temps et qu'il faut donc déconstruire le changement d'avant. Et je me demande si ça ne serait pas intéressant de travailler sur les imaginaires du temps dans notre démarche comparative entre les époques, entre les pays. Est-ce que ce qui
se cristallise finalement dans les réactions, ça n'est pas un imaginaire de la décadence qui est enclenché par un changement nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Voilà, c'est un élément, le temps, qui me semble intéressant à travailler. Je pense qu'effectivement, on y reviendra demain. Oui. Oui, merci beaucoup de vos interventions qui étaient passionnantes. J'ai une question sur la question des valeurs et notamment l'utilisation du terme valeur lorsqu'on se réfère à toute la critique autour de la théorie du genre ou à la question de la lutte contre l'avortement. Est-ce que derrière ces revendications, il n'y a pas également une négociation de la place des églises dans la mise en œuvre des politiques publiques? Et donc, est-ce que ça ne va pas au-delà des valeurs? C'est-à-dire que là, je projette avec le cas brésilien, où une série de groupes catholiques et évangéliques revendiquent finalement une intervention dans le système scolaire. Donc, derrière ces valeurs, il y a en fait également toute la question de la relation entre, bien sûr, Église et État, mais également en fait, des revendications qui ne sont pas uniquement de l'ordre des valeurs, finalement. Ce sont également des revendications qui recoupent des enjeux matériels. Et dans ce sens-là, est-ce que, par exemple, le cas de la France n'est pas très spécifique sur la question de la position que l'Église a par rapport à l'État? Et de la même façon que, par exemple, par rapport à Vox, Vox, c'est quand même un cas particulier parce que c'est une extrême droite qui naît en partie en lien avec la question de l'indépendance de la Catalogne, donc ce qui renvoie à toute l'unité espagnole. Est-ce que finalement, cette question des valeurs, elle est aussi importante pour expliquer le déclin de Vox, ou est-ce que c'est pas à un moment donné aussi le débat qui a lieu en Espagne autour de l'unité nationale qui va en fait expliquer la baisse électorale de Vox? Voilà. Merci. Alors, la droite, ou l'extrême droite, comme vous voulez, ils ont lu Gramsci, hein, et ils l'appliquent assez mécaniquement. Hein. Donc, leur idée, c'est effectivement qu'il faut être là où se décident les opinions. Mais ils le font d'un point de vue normatif, parce que dans le fond, ils essaient d'être dans les endroits où on peut censurer. C'est ça leur... Donc forcément, il y a une rencontre avec les institutions. Mais je suis pas sûr... Pour eux, la lutte institutionnelle, c'est un moyen, c'est pas une fin. Hein. Donc on n'est pas dans la lutte, des rapports Église-État qu'il y avait au 19e, parce que là c'était le contrôle c'était de savoir qui avait le dernier mot en politique. Là, leur problème, effectivement, c'est de pouvoir bloquer, censurer, etc. Ils sont pas dans un optimisme. Ils sont pas très optimistes sur la capacité de convaincre les gens. On peut pas dire qu'ils prêchent, hein, ils interdisent. Ils sont très pessimistes dans le fond sur la nature humaine, c'est assez logique vu leur point de départ, mais il n'y a pas du tout cet esprit missionnaire à droite. Hein. C'est pas une histoire de droite-gauche. Hein. Le pape est pas de gauche, il est missionnaire. Bon, donc. Oui, il y a quelque chose là. Sur Vox, bien sûr, vous avez tout à fait raison, Vox s'est construit d'abord sur la question de l'unité nationale. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils ont mis en avant spécifiquement les questions de valeur dans la dernière campagne, hein? C'est ça qui est intéressant, parce que qu'il y ait toujours un petit en fin du programme des choses sur la famille traditionnelle, contre l'avortement, etc. Bon, il y en a plein qui le font, hein, mais c'est pas le discours qu'ils vont tenir dans les meetings, à la presse, etc. Or Vox, sauf erreur de ma part, mais là je m'appuie sur évidemment des collègues, Vox cette fois-ci a mis le paquet sur les questions des normes. Et donc, à mon avis, ça explique largement le fait qu'ils n'ont pas... Ils auraient pu obtenir plus s'ils avaient mis ça de côté, hein, s'ils avaient mis l'unité nationale sur le devant, qui est quelque chose qui reste très sensible en Espagne. Question Trump, qui est un animal politique, hein, qui sent les choses, lui, il s'en fout de l'avortement, c'est pas son problème. Il règle ça, il a assez d'argent pour régler ça tranquillement en ce qui le concerne. Mais il s'est aperçu que c'est une faute politique. C'est à partir du moment où on met l'avortement en tête des campagnes républicaines, on perd. Voilà. Et
il a bien senti que c'était essentiel pour sa réélection. Et je pense qu'il a raison, parce que là, on peut lui faire confiance. Et même... et en Pologne aussi, évidemment, ils n'ont pas fait la campagne que sur l'avortement, mais depuis 2 ans, bon, c'est la question centrale. Enfin, les jeunes ne parlent que de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une église libérale qui est pour l'avortement. Ça veut dire tout simplement, encore une fois, c'est pas la peine de mettre ça en tête. C'est ce que dit d'ailleurs le pape. Le pape est contre l'avortement, bien entendu. Mais il dit, bon, on ne va pas mener campagne là-dessus. Il y a des choses plus importantes. Donc c'est le moment où ils choisissent de mettre ça comme le plus important. C'est là qu'ils perdent. Sarah, tu souhaites réagir? Non, ce que je pourrais dire pour une mise en perspective historique, c'est ce qu'on a pu observer. Alors, surtout les historiens du catholicisme du XXe siècle qui observent l'arrivée de ces questions de morale sexuelle très fortement au moment justement où le catholicisme perd dans une large mesure la main sur l'agenda politique. Au XXe siècle, enfin, disons, dans le premier XXe siècle, elle ne se pose pas en termes de loi, d'interdit, etc. Mais la morale sexuelle est quand même mise en avant dans une mesure dans laquelle elle n'avait jamais été mise en avant. Donc il y a aussi une lecture un peu de la hiérarchie des priorités dans le christianisme qui peut se faire à l'intérieur de l'histoire du christianisme lui-même. Et qui a été en partie faite, mais je pense qu'on manque encore d'une pleine mesure de qu'est-ce qui se joue réellement. Donc pas en termes forcément de normes et de valeurs, mais en termes vraiment de conception du religieux. À quoi sert le religieux? Et d'avoir mentionné les questions matérielles, même si c'était très en marge, mais c'est très important parce qu'en fait, par exemple dans le pentecôtisme et le néo-pentecôtisme, le matériel est au cœur en fait du geste religieux. Et on a des sociologues qui travaillent quand même en masse là-dessus, mais on n'a pas encore complètement pu prendre la mesure de ce que ça fait à la religion et au christianisme, cette posture-là. Et ça reste des champs à explorer, mais qu'il faut vraiment avoir en tête pour saisir ce qui se joue, je pense. Thomas? Non, il y a Thomas d'abord et ensuite vous. Il faudra attendre le micro parce que je pense que c'est enregistré. Merci beaucoup. J'ai trouvé très intéressant cette notion que vous avez mentionnée au début de guerre culturelle comme matrice. Il me semble que ça permettrait de se raccrocher à la question du progrès, que mentionnait Olivier. Je me disais que dans la perspective notamment que mobilise Hans Blumenberg quand il parle de la préfiguration, on a aussi un peu cette logique de c'est pas seulement un mythe qui est repris tel quel et qui est réimposé dans une époque différente, mais c'est inscrit dans une logique de progrès, de dépassement d'une certaine idée de normes, par exemple. Et j'ai l'impression que la manière dont la droite reprend certaines de ces idées aujourd'hui, c'est aussi inscrit dans une idée de progrès. On a avancé sur ces questions, etc. Et en même temps, on garde la matrice. Donc, est-ce que ce serait une manière de lier un peu ces deux et cette question de la guerre culturelle et du progrès? Vous souhaitez réagir tout de suite, le temps que le micro... Deux questions plutôt, d'accord. Allez-y alors. Est-ce que la notion du sacré aujourd'hui, c'est une norme? Est-ce que c'est quelque chose qui réunit ou est-ce que c'est quelque chose qui... Comment est-ce que vous voyez ça? Jean-Pierre Varnier. Derrière toi, Théo. Théo. Merci. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sarah du matériel. Le matériel est lié au corps et toutes les religions du monde, ce qu'on appelle religion, s'adressent au corps. Et il y a un biais, à mon avis, dans beaucoup de nos discussions qui consiste à survaloriser les énoncés, les connaissances verbalisées et ne pas suffisamment prendre au sérieux les cultures matérielles et motrices, le sensible, les émotions, la sensorialité, etc., qui sont d'importants facteurs de subjectivation. Avec une de mes collègues et amies, Urmila Mohan, nous avons fait un colloque là-dessus à Londres en 2014 qui a été publié
dans le Journal of Material Culture. Merci. Bon, là, vous ne vous échapperez pas. Il faut que vous répondiez. Donc, la question matrice progrès me semble assez, en effet, ça me semble une piste intéressante, y compris jusqu'à l'idée d'un... aussi avec l'idée de régime d'historicité et de remettre ça dans le temps, c'est-à-dire il n'y a pas de répétition de la guerre culturelle à l'identique. De toute façon, clairement pas, ce serait absurde, mais disons, on ne peut même pas le penser comme ça. Je pense qu'il faut concevoir, il faut partir du principe que les acteurs, même sur un même terrain, ont pris acte de leur nouvelle place et qu'ils agissent en fonction de celle-ci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de volonté de reconquête. Ça revient à la discussion qu'on a eue. Même quand l'énoncé est un énoncé de reconquête, le programme n'est pas un programme de reconquête. On agit en fonction de là où on est. Bon, ça demande encore réflexion, mais la notion de placer dans le temps à chaque fois les différents types de guerres culturelles me paraît prometteuse. Sur le sacré, pour moi, c'est clairement au cœur de la problématique du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a des accords sur le sacré. Sur toutes les sortes de sacrés, on peut mobiliser toute l'histoire des religions là autour, hein, mais entendu dans une définition très simple, cette chose à laquelle on ne touche pas, qu'elle vienne d'en haut ou pas, hein, ce sacré-là est complètement explosé à la fin du 19e siècle, hein, et à mon avis, il n'y a pas de retour de consensus là-dessus, si ce n'est sur le sacré de la patrie, en fait, mais qui va lui aussi exploser littéralement pendant les 2 guerres mondiales et ensuite après avoir explosé sur le terrain, être fortement mis en cause par la révolution culturelle des années 1960. Et là, du coup... Moi, il me semble qu'il y a du sacré partout. Il y a du sacré dans les différentes religions. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des espaces sacrés, des objets sacrés, des lieux sacrés, des personnes sacrées, etc. Mais sauf qu'il n'y a pas de reconnaissance entre groupes de ce sacré-là. Et c'est justement un des objets des guerres culturelles actuelles. C'est pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon sacré à moi, ou la sacralité de tel ou tel objet, personne, idée, etc. Et donc, comment on fait quand il y a tant de sacrés différents pour gérer une société? Je pense que c'est un des cœurs du problème aujourd'hui. En fait. Oui, juste pour revenir là-dessus, maintenant on a une espèce d'individualisation du sacré sous le nom de mystique, quoi. Bon, où chacun voit plutôt, beaucoup voient dans le sacré leur sacré à eux, leur dimension spirituelle. On a cette espèce d'affadissement du concept de sacré, et là aussi, comme ça fait partie du soi, avec ses émotions, etc., on demande une protection contre ce sacré. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution un petit peu du blasphème, où c'était vraiment une attaque contre Dieu, quoi. Bon, c'est la définition classique du blasphème, et où ça devient maintenant une atteinte au sentiment du croyant, hein, c'est-à-dire on a une espèce d'aplatissement de la notion de sacré. Le blasphème fait souffrir le croyant, donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège, on empêche de souffrir? Est-ce qu'on lui dit qu'il doit souffrir, etc. Et ça devient un conflit de droit individuel et non plus une question de civilisation. Oui. Bonsoir. Une question sur la laïcité dans le contexte français que vous avez tous les deux évoqué. Donc vous nous avez parlé, la laïcité quelque part, et puis vous avez évoqué Jean Bobéro, apparaît un peu comme un compromis politique, voilà, qui aide à résoudre le conflit entre les deux France, même si c'est pas exactement acté. Et aujourd'hui, on a un peu un déboulonnement de ce compromis qui est acté par une
voilà, on a rendu la laïcité une identité, un logo de la nation, même jusqu'à la gauche. Peut-être parfois à gauche, en France, on ne va pas parler de laïcité nécessairement comme l'identité, mais on va peut-être parler de la laïcité comme valeur, au lieu de valeur laïque, et de parler de la laïcité comme un compromis ou un précepte politique, on la rend une valeur. Donc, je ne sais pas si on peut rentrer un peu plus là-dedans vite fait, mais aussi, qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Voilà. Si le compromis même qui avait aidé à résoudre et à mettre à sa fin la guerre culturelle d'antan, si aujourd'hui, voilà, c'est quelque part l'objet central, le logo central, qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Ben, c'est assez simple, hein. La laïcité historique, c'est le compromis. Bon, c'est le compromis parce qu'il y a cette idée que les catholiques sont français. Voilà. Et donc, on fait un compromis entre français. Et la laïcité actuelle, elle est identitaire. Ça veut dire ceux qui ne respectent pas la laïcité ne sont pas français. Ils sont musulmans. Enfin, en gros, quoi. Sarah, tu... Bon. Non, tu as éteint le micro, là. Éteint est allumé, bon, ça va bien. C'est une question vraiment difficile. Elle est difficile pour la France, mais elle est aussi difficile pour en tout cas les francophones qui sont un peu emprisonnés dans le débat français, alors que sur le terrain suisse, belge, québécois, africain, exactement, les termes du débat sont très différents. Et je pense que on n'en a pas fini avec la laïcité compromis, c'est-à-dire elle continue d'exister en réalité. Elle existe dans beaucoup d'endroits, y compris en France. En fait, elle permet à beaucoup de choses de s'orchestrer assez harmonieusement. Simplement, c'est pas les choses qui sont sous le feu médiatique, hein, mais en fait, moi, je pense que ça continue à fonctionner. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais je ne vois aucune raison d'être pessimiste là-dessus. Surtout, justement, quand on regarde là où on n'est pas emprisonné dans un débat d'une laïcité identitaire. Il faut savoir qu'en Suisse romande, ce que j'ai dit là, c'est même pas forcément très bien vu. C'est-à-dire de dire que la Suisse est laïque, qu'il y a une laïcité suisse, c'est pas des choses qui sont admises. Moi, je le dis, je défends cette idée, mais on va plus volontiers utiliser d'autres mots pour justement éviter ce terme de laïcité qui est piégé par le débat français. Mais ce que recouvre en fait la laïcité de compromis, c'est mis en œuvre et ça fonctionne en fait plutôt bien. Et je dirais qu'en Suisse, il y a même une extension de ça. Parce qu'on n'a pas la séparation dans certains cantons. Hein. Enfin, la plupart des cantons n'ont pas la séparation et en fait le compromis trouvé au 19e continue à progresser, c'est-à-dire à s'étendre à des communautés religieuses diverses et non chrétiennes. Ce serait une réponse un peu moins pessimiste que le reste du débat. Je pense que nous arrivons doucement à la fin de cette première séquence. Il faut respecter les horaires, d'autant plus que demain, nous nous retrouvons à 9h dans cette salle, pour celles et ceux d'entre vous qui le pourront. Peut-être 3 mots par rapport à des questions qui ont été soulevées. La question de la matrice qu'avançait Thomas, et Sarah, tu le montres très bien dans ton ouvrage, les guerres culturelles ont vraiment été des matrices de la formation de l'État, tel que nous le connaissons jusqu'à aujourd'hui, mais également dans beaucoup d'autres aspects. Donc c'est cette démarche, qui est au cœur, hein, que Thomas le sait bien, de ma réflexion en termes de sociologie historique du politique, évidemment. La lecture de ton livre, pour moi, a été complètement passionnante parce que elle présentait les choses sous un angle que je n'avais pas forcément bien vu et que je méconnaissais assez largement d'un point de vue historique. La question du temps que soulevait Yann est en effet cruciale et on sait bien comment cette époque de guerre culturelle ou de guerre pour la culture a été concomitante de grandes transformations technologiques, le télégraphe, enfin tout ce que l'on connaît, mais également, alors c'était peut-être la queue de la comète,
mais également concomitante d'un mouvement comme en Italie le futurisme. Et ça serait assez intéressant de voir quelles étaient les résonances ou les passerelles entre ce que tu évoques dans ton livre à propos de l'Italie et l'émergence de ce mouvement futuriste. Mais je crois que, et bien entendu, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons de plein pied, parce qu'il est difficile de penser à la guerre culturelle ou à la révolution conservatrice en la déconnectant de la technologie sous-jacente aux réseaux sociaux et de leur effet d'accélération incroyable des débats et de l'information et des polémiques. Mais il me semble que cette dimension du temps, elle nous renvoie également, dans le moment d'historicité que l'on considère, à la massification de la société. Et j'en dirai quelques mots demain matin. Et on doit penser simultanément temps et masse, me semble-t-il. Et puis la réflexion de Jean-Pierre, je crois qu'elle est effectivement cruciale. Mais enfin, Jean-Pierre et moi, on travaille depuis longtemps sur ces choses. Et certains des mouvements religieux que nous allons considérer, et je pense que Marie-Hélène y reviendra demain, on peut difficilement les comprendre si on n'intègre pas effectivement la subjectivation par le corps, notamment dans la mouvance pentecôtiste. Mais les pentecôtistes nous donnent à voir de manière particulièrement dense ce phénomène, mais on ne peut pas penser la moindre pratique religieuse sans rapport au corps et rapport à la matérialité. C'est un rapport complexe. La grande question qui était posée au cardinal de Manille, peut-on se confesser par SMS? Donc, ce sont des questions naturellement que nous allons retrouver demain. Merci mille fois de votre présence. Merci mille fois à nos deux débatteurs. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, nous nous retrouvons demain dans cette salle à 9h. Bonne soirée à tous. Les intervenantes et les intervenants, nous vous capturons pour un dîner et nous avons des minibus qui nous attendent en face de la Maison de la Paix, en face du Pétale 1.